Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo d'un véhicule qu'on n'a pas ou très peu présenté sur la chaîne, une marque en tout cas qu'on a très peu présenté sur la chaîne. On avait présenté une Seat Leon il y a quelques années d'une génération à peu près équivalente à cette voiture aujourd'hui en vidéo sur la chaîne. La voiture en question, c'est la Seat Ibiza de 5e génération. C'est une voiture qui est sortie en 2017, celle-ci est de 2019. Elle est motorisée par un 3 cylindres 1 litre turbo de 95 chevaux et la finition qui compose cette voiture aujourd'hui, c'est écrit dans le montant de porte, c'est la finition Excellence. Donc c'est la finition qui est plutôt haute sur cette génération de Seat Ibiza. Donc la Seat Ibiza, c'est la voiture citadine de la marque Seat. Seat aujourd'hui, enfin depuis 30 ans maintenant passé, fait partie du giron VAG. Seat, ça a été pendant de nombreuses années la marque un peu sportive du groupe. Il présentait des modèles avec une allure sportive, mais le côté sportif GTI, pas le sportif, la sportive luxe à la manière d'Audi ou de Lamborghini évidemment. Donc la Seat Ibiza, elle partage depuis très longtemps la base technique commune de la Volkswagen Polo entre autres. Ensuite a été une base commune Volkswagen Polo, Skoda, Fabia, et ensuite Skoda, Fabia, Volkswagen Polo et Audi A1. Donc ça c'est un petit peu pour l'histoire. Et donc la nouvelle plateforme de Volkswagen Polo qui était sortie en 2019 si je dis pas de bêtises, ou 2018-2019, hein, dans ces années là, c'est celle-ci qui a eu la première fois le nouveau châssis Volkswagen. Donc c'était une nouveauté à l'époque, puisque avant Seat était un peu le parent pauvre comme Skoda du groupe Volkswagen, et ils avaient les innovations, mais après, donc c'était plus une innovation, c'était un peu du recyclé. Et la première génération de Seat Ibiza, pour ceux qui ne le savent pas, qui était sortie dans les années 80, c'était un projet de véhicule qui était reparti sur une base Fiat, puisque avant Volkswagen, Seat était une marque qui avait des partenariats avec Fiat. Donc ils avaient fait la première Seat Ibiza qui était sur un châssis de Fiat Regatta et Fiat Ritmo. Donc là on est vraiment sur une autre époque de voiture. Cette Seat Ibiza, donc, qui est sortie en 2017, a eu deux types de carrosserie jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est encore le modèle actuel en ce moment. La version après 2019 a une face avant qui est très légèrement évoluée et un tableau de bord aussi qui a changé. Là, celle-ci, on est sur une finition plutôt sympa, supérieure. La couleur s'appelle Rouge Désir. C'est une peinture métallisée optionnelle, donc qui lui va plutôt bien. Ça change du blanc, du noir et gris traditionnel. Elle est dotée de jantes alliage en 15 pouces. Donc ça, c'est systématique sur ces versions. On a un petit jonc chromé qui parcourt l'ensemble des vitres. On a une coquille de rétroviseur qui est peinte mais d'une couleur différente. On voit également l'incrustation du clignotant sur le rétroviseur. S'il y a les feux LED de jour, on peut avoir en option des feux totalement LED. Le petit emplacement là dans le pare-choc ici, c'est un capteur de distance, mais on peut aussi avoir le régulateur adaptatif. Donc tout ça sont des choses disponibles sur les citadines modernes. Cette voiture fait un petit peu plus de 4 mètres de long en longueur. Quand elle est sortie en 2017, elle était en concurrence avec les Clio 4 et les Peugeot 208. Sur le marché français, c'est les deux voitures les plus vendues, mais également on peut citer la Dacia Sandero, mais avec un positionnement marketing un peu différent. Ford Fiesta, Citroën C3. La C3, elle a une personnalité très particulière. La 208, elle était un peu sportive, mais plutôt beaucoup plus courte que cette Seat Ibiza. Et finalement, la grosse concurrente, c'était la Renault Clio. Donc la Clio 4 faisait beaucoup plus vieille en termes de dessin que cette Seat Ibiza quand elle était sortie. Par contre, après, avec l'arrivée de la Clio 5, la Clio avait remis un petit peu les pendules à l'heure en termes de modernité, de design. À l'intérieur de cette Seat Ibiza, on retrouve une atmosphère typique de la marque allemande Volkswagen. On a beaucoup de points communs au niveau des commodos, des commandes, etc. Ça permet sur le papier d'avoir une qualité supérieure en termes de plastique, hein, entre autres. Et cette atmosphère son participe aussi à la sensation de qualité de cette voiture à l'intérieur.
Alors elle dispose en plus d'une option avec une suédine sur la partie centrale du siège. Ça fait une suédine matelassée et les parties latérales sont du TEP, donc c'est un cuir synthétique. On peut le voir jusqu'à l'appui-tête. Et ce qui est pas mal, c'est que sur cette version là on a ce retour de TEP sur le tableau de bord. Ça habille, je trouve, beaucoup et ça améliore grandement la qualité visuelle de cette voiture. Le contre-porte est aussi garni de cette matière-là, à cet endroit-là, avec cette surpiqûre. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. La partie supérieure du tableau de bord avec un plastique beaucoup plus basique. La partie basse également. Mais cette partie-là, avec la surpiqûre, ça apporte beaucoup de choses, je trouve. Si elle était sur une version standard et sans cette partie-là, ça fait beaucoup moins joli. Également, l'écran de cette version Excellence est un écran de qualité, on va dire, supérieure. Sur les versions de base, on va avoir un tout petit afficheur à cet endroit-là. Donc là, on a plutôt une version bien présentée. Là, on peut voir le Seat avec la carte du monde qui s'affiche en arrière-plan. Et donc c'est un écran un peu à l'image du Volkswagen Tiguan que j'ai montré il y a quelques semaines. On a encore beaucoup de commandes classiques, manuelles entre guillemets. On a une climatisation automatique où on gère le pilotage nous-mêmes. En dessous on a les prises USB, là on a un chargeur à induction pour le téléphone. Ici on retrouve quelques fonctions pour désactiver le stop and start entre autres. Et là, si on appuie, on peut accéder à différentes commandes et différents plateaux avec ici par exemple la radio. En dessous, ça doit être certainement le système Bluetooth. Et si on a le téléphone connecté avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, on peut accéder à différentes informations. Voilà, donc on a un menu qui reste assez rapide vis-à-vis d'une navigation de Clio 4. C'est 50 fois mieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le véhicule va beaucoup plus vite, enfin pas le véhicule mais le système tactile est beaucoup plus rapide, donc c'est assez sympathique, on va dire, à utiliser. Encore une fois, moi c'est pas forcément ma cam entre guillemets, ces choses là, mais je trouve que le système est plutôt bien fait pour une voiture citadine, pas très haut de gamme sur le papier. C'est beaucoup mieux qu'une Clio 4 de ce côté là, donc c'est très bien. L'écran qui compose la partie compteur de vitesse est également plutôt pas trop mal faite sur cette Seat Ibiza. C'est très classique, c'est assez lisible, hein. Le tableau de bord est assez simple à comprendre, hein. De gauche à droite on va avoir le contour avec la température de fonctionnement moteur. On va avoir l'ordinateur de bord au centre. On va avoir la jauge à carburant et le compteur de vitesse sur la partie droite. Donc c'est très lisible, très classique. C'est un compteur qui est repris des années précédentes avec des évolutions, on va dire, esthétiques. Après, sur le volant, on va retrouver les commandes au volant classique, hein, de ce qui se fait chez Volkswagen. Donc si vous êtes habitué à cette marque-là, vous ne serez pas perturbé particulièrement par l'ensemble. Ce modèle-là, 95 chevaux, dispose d'une boîte manuelle à 5 rapports. Si vous voulez une boîte automatique ou si vous voulez une boîte manuelle à 6 rapports, il faudra obligatoirement passer par la version 115 chevaux, donc le moteur de taille supérieure à celui-ci. Et donc à l'intérieur, une fois donc avec ma position réglée de conduite, j'ai un siège que je trouve plutôt, encore une fois, très agréable et nettement plus agréable que la Clio 4, hein, qui était une de ses concurrentes, hein, comme je disais tout à l'heure. Moi, je suis plutôt bien installé. Alors, je suis fan, moi, des sièges qui sont assez longs et qui viennent vous prendre jusqu'à l'arrière du genou. Et ça, moi, je suis assez fan de ça. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, je préfère avoir un siège trop long que trop court. La plupart des sièges, ils arrivent à dire à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et j'ai l'impression d'avoir le genou qui tombe. Par contre, là, le genou, il va taper sur la console et à la manière des voitures modernes. Je sens que ça va me casser les pieds, pour rester poli.
Si je dois faire plusieurs centaines de kilomètres, je sens que ça va toucher. Et malheureusement, ça c'est un mal récurrent sur nombre de voitures modernes. Les consoles centrales sont de plus en plus hautes et ça apporte une sorte de cachet d'atmosphère, cocon sportif, etc. Et du coup, on va dire d'une manière psychologique, ça apporte beaucoup de choses. Moi par contre en termes de genoux ça m'apporte un désagrément assez profond. Le ciel de toit sur cette voiture est également de couleur noire et c'est la matière alors c'est une matière bas de gamme comme les anciennes voitures, je sais pas, les 205, les Clio 1, etc. Là, c'est une moquette qui est rase sur le plafonnier. L'avantage, c'est qu'à mon avis, ça va pas se décoller, ça va pas tomber comme les anciennes Volkswagen où vous aviez le sel de toit qui vous tombait dessus après 10 ans d'utilisation. C'était assez contraignant. Là, je pense que ça va être solide. Alors, le désavantage, c'est que là, on a une atmosphère qui est très noire dans la voiture, renforcée par les petites fenêtres, comme d'habitude. En termes de visibilité sur cette voiture, on va avoir une vitre qui va être assez petite. Par contre, on a un rétroviseur qui est assez important en termes de taille. Le pare-brise, par exemple, également est très petit. On a vraiment la sensation, on est dans l'atmosphère Volkswagen là. Hein. Vraiment les toutes petites fenêtres de manière générale. La sensation de voyager un peu dans une baignoire avec le panneau de porte qui remonte assez haut et qui prolonge le tableau de bord. Donc on est sur des dessins assez anguleux, on n'est pas rond, mais par contre on est vraiment dans une baignoire quand on voyage dans cette voiture. Mais c'est propre à la marque, hein, ça a toujours été comme ça en tout cas depuis que c'est chez Volkswagen, parce que Volkswagen fait ça depuis au moins 30 ans maintenant, cette sensation d'habitacle très resserré. Par contre, autant je trouve la qualité du tableau de bord plutôt pas mal hein, pour une voiture de ce budget là, autant je trouve que l'ensemble du panneau de porte est assez basique en termes de qualité malheureusement. Mais bon, encore une fois, on aimerait tout demander mais on peut pas tout demander malheureusement. Mais le siège est très intéressant en tout cas dans sa qualité de confort. L'ouverture de la vitre arrière, on peut le voir, hein, elle descend assez généreusement, heureusement, parce que la vitre est toute petite et pour les claustrophobes ce serait un petit peu compliqué sinon. En termes d'espace à bord, donc évidemment on est sur une petite voiture, hein, on sera tout de suite plus à l'aise à 4 qu'à 5. L'ouverture de la porte aussi est assez étroite, hein. Il a fallu que je baisse beaucoup ma tête pour pouvoir entrer dans cette voiture. Par contre l'espace à bord me semble assez généreux en termes, là mes pieds, malgré le fait que ma position de conduite soit toujours au plus bas, je règle toujours le siège au plus bas, mes pieds rentrent très largement sous le siège, donc ça c'est bien. Et donc du coup je profite d'un espace à bord tout à fait correct pour une petite voiture. J'ai la même sensation au niveau de la poignée arrière là, quand j'appuie ça grince. Donc le plastique est assez basique, je pense qu'il peut rayer assez facilement malheureusement. Donc c'est une 5 places, le 5e passager serait en contrainte on va dire. En plus il y a le tunnel de transmission ici, hein. Ça c'est le partage châssis avec les Audi entre autres qui elles peuvent avoir des transmissions 4 roues motrices. Donc le 5e passager serait vraiment pas à l'aise, mais à 4 c'est tout à fait correct, on peut se servir de la voiture tout à fait tranquillement. Après ouais, c'est juste un petit peu dommage cet ensemble plastique, je trouve ça pas très bien dessiné. On peut voir qu'il y a une petite accroche là pour la ceinture, plutôt pas mal de ce côté là. On va prendre les mesures de l'habitacle dans quelques instants, mais l'impression est plutôt intéressante. Je pense qu'il y a plus de place dans cette voiture que dans la Clio 5. Clairement. Et la partie coffre, donc le coffre hein, comme d'habitude chez Seat on l'ouvre par le logo de la marque. On peut voir un coffre qui est assez rectangulaire, un seuil de chargement assez haut, mais ça c'est propre au design et puis il faut pouvoir à un moment donné caler le pare-choc de la voiture, parce que les pare-chocs sur les petites voitures forcément sont assez gros, mais là on peut voir qu'en longueur on peut caler 2 sacs à dos et en largeur on peut mettre 1 voire 2 valises. Sans trop de difficultés, mais on va prendre les mesures pour pouvoir comparer avec les autres citadines concurrentes. Donc en longueur on a 66 cm, il me semble que dans la Clio 5 c'était 51 cm. De toute façon on va mettre les mesures comparatives avec la Clio 5, et la Clio 5 elle était ridicule en termes de place dispo, alors que là 66 c'est plutôt pas mal hein, pour une petite auto. Là on est à 1,41 m en largeur. En longueur de coffre,
ça va pas être facile à prendre parce qu'il est assez arrondi là, le bac de coffre. Ça c'est pour passer la roue de secours. 70 cm en longueur et en largeur de coffre 0,2. Hop. Petit logo Seat sur le côté du tableau de bord. Pas fait attention à ce détail. Donc le moteur en question, modernité oblige, 3 cylindres turbo essence, 1 litre. Donc c'est la nouvelle génération de moteurs. Le moteur est tout petit dans cet ensemble. On va aller l'essayer pour voir s'il arrive à se défendre correctement en termes de performance. C'est un moteur qui fait 95 chevaux sur le papier. Donc je le disais tout à l'heure, associé à la boîte manuelle à 5 rapports. On peut avoir une boîte 6 vitesses, mais il faut passer à la version 115 chevaux, mais qui est la même base mécanique. Hein. C'est les mêmes moteurs par exemple que sur les Volkswagen Up GTI. Donc on va les laisser sur route pour voir s'il arrive à emmener les 1100 kg de cette Seat Ibiza. Donc nous voici à bord de cette Ibiza Excellence 1 litre 95 chevaux. On va pas le percevoir en vidéo, là on n'entend pas du tout le moteur au ralenti, non, même quand j'arrête de parler j'entends pas le moteur. Par contre il est assez vibrant. C'est des moteurs qui sont pas naturels, c'est déséquilibré par nature le moteur, hein. C'est un 3 cylindres et du coup il vibrote un peu au ralenti. Par contre, dès que je pars sur un filet de gaz comme je fais là, c'est assez, c'est toujours silencieux. On n'entend toujours pas le moteur. Finalement, on n'entend que la clim. Là, si je coupe la clim quasiment, on n'a quasiment plus rien au niveau sonore. Et dès qu'elle roule, on n'a plus les vibrations. Donc, c'est vraiment à l'arrêt, au feu rouge par exemple, qu'on va avoir cette sensation de vibration. Donc là, on peut se déplacer sur un filet de gaz. L'avantage ça c'est l'avantage vraiment des moteurs turbo modernes, c'est que vraiment sur un filet de gaz, on peut déplacer la voiture. J'ai un peu de crainte quant à notre envie d'accélérer un peu le rythme, ce qu'elle va donner. Mais là en ville, en tout cas, c'est pas mal. La première approche aussi qu'on peut voir. L'approche aussi qu'on peut voir là, qui me marque particulièrement, c'est la très grande légèreté du volant. Il est hyper souple. La direction, elle est peut-être un peu trop assistée pour moi. Mais après, sinon, là, voilà, comme toutes les dernières productions de voitures, les dernières générations de moteurs, entre 1000 et 2000 tours, là, vous déplacez ça. Je crois que j'ai même pris mon rond-point en 4ème, je ne m'en suis pas rendu compte. Non, j'étais en 2ème, j'exagère, j'étais en 2ème et du coup j'ai passé la 3ème également très facilement. Et du coup elle n'a pas l'impression de galérer à ce moment-là. Là, dès qu'on dépasse 2500 tours, on entend un peu plus le moteur 3 cylindres, le bruit du moteur. Essayer de... Et l'accélération, le déclenchement du turbo, et effectivement, il est propre en termes de caractéristiques à toute cette nouvelle génération de moteurs. C'est que si on est à la bonne plage d'utilisation, le moteur est très agréable à utiliser. Et la bonne plage d'utilisation sur cette voiture, c'est entre 2000 et 3500 tours. Après, j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu plus... il arrive à continuer sur son élan jusqu'à 4500, 5000 tours. Puis après, il va être un peu plus à la peine, on va dire. Mais par contre, là, en 5ème à 60, il reprend sans vibration à 1400 tours minute. J'ai même pas besoin de rétrograder. J'accélère pas très fort, mais enfin, la vitesse monte pas très vite. Mais par contre, voilà, c'est très rond. C'est
assez étonnant à utiliser pour un si petit moteur. C'est beaucoup plus agréable que le PureTech, je trouve, parce que cette voiture elle va se retrouver en concurrence, malgré le fait que ce soit une atmosphérique, avec le 82 chevaux de la VTI et puis le 90 chevaux TCE, et j'ai la sensation que ce moteur là est quand même malgré tout un peu meilleur que les concurrentes françaises. Le niveau sonore est pareil, encore à ce niveau de vitesse, on est à 90-95 km/h. On n'entend toujours pas le moteur, on n'a toujours pas de vibration. Là, ce qui supplante maintenant, ça va être les bruits environnants, peut-être un peu les rétroviseurs qui vont faire du bruit, mais sinon ça va être surtout les bruits des pneus, les bruits de roulement de la route. C'est le revêtement de la route qu'on va entendre, et on n'a pas besoin de forcer le niveau de la voix pour se faire entendre de son voisin, donc c'est bien. Le confort de suspension, j'ai rien senti de désavantageux, mais rien senti non plus d'avantageux. On est sur une plateforme Volkswagen traditionnelle, classique. Également la même chose sur la commande de boîte de vitesse. Les débattements ont l'air assez longs, comme je retrouve assez facilement ce qui se fait chez Volkswagen en boîte manuelle. Finalement, si vous êtes un habitué du groupe Volkswagen, vous ne serez aucunement perturbé par cette voiture. Vous avez toutes les caractéristiques classiques de celle-ci. On sent que c'est vraiment des voitures faites pour tout le monde. Alors comme d'habitude, je vais dire la même chose, je me répète à chaque fois, c'est des bonnes autos, mais il n'y a pas de passion particulière à les utiliser. Il n'y a pas... le siège est très bon en termes de confort, je suis assez surpris. Pour moi qui ai utilisé toutes les générations d'Ibiza précédentes à celle-ci, et c'est la première fois que j'utilise une Ibiza de 5e génération, c'est vraiment la meilleure pour moi des Seat Ibiza que j'ai pu conduire en termes de... La deuxième, c'était une Polo toute carrée, c'était pas terrible. Les 3e générations, celles qui étaient connues avec leur carrosserie FR, les jantes 17 pouces et tout, c'était des voitures qui étaient exagérément catégorisées sportives, mais avec des suspensions sautillantes. Et ça donnait un ensemble pas terrible. La 4 pour moi c'était pareil, c'était nul comme voiture, j'aimais pas du tout cette voiture. Mais là la 5, finalement 5e génération, c'est comme la Clio 5. J'avais pas aimé la Clio 3, j'avais pas aimé la Clio 4, et la Clio 5 je trouvais que c'était vraiment bien. Peut-être que la 5e génération d'Ibiza aussi c'est le bon numéro à prendre. Mais ça reste une voiture assez neutre, mais sans défaut, hein. Franchement, par contre le siège je le trouve vraiment bien, moi il est vraiment à mon goût. C'est dommage cette histoire de tableau de bord qui me touche le genou. C'est assez dommage de ce côté là, mais sinon c'est un ensemble tout à fait intéressant à conduire, hein, sans aucune... ça se conduit sans difficulté. En fait c'est ça le terme exact de cette voiture. Et on garde certaines choses à l'ancienne, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, avec les commandes encore nombreuses pour piloter, on va dire, manuellement sa voiture. La boîte manuelle, qui est de plus en plus rare sur les citadines. Donc tout ça, ça garde des petites choses old school à l'ancienne. On n'a pas cédé au tout moderne. Par contre le moteur, lui, vraiment il est très moderne dans son fonctionnement. Il n'est pas désagréable. Finalement le seul moment où il va être désagréable, j'ai trouvé, c'était à l'arrêt au ralenti, où là il vibrote un peu, mais bon, on peut pas lui en vouloir. C'est son côté 3 cylindres. Il est né comme ça, on peut pas le... Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à ça et que vous êtes habitué à des voitures de grosses cylindrées anciennes, il y a un choc des générations, un choc des mondes. Mais dans la catégorie 3 cylindres, je l'ai trouvé assez intéressant à conduire, assez agréable. Donc on n'aurait pas pensé dire ça un jour d'une Seat, mais c'est une Seat qui est vraiment pas mal. La finition est fait pour beaucoup aussi, hein, puisque les modèles de base avec le petit écran, ça fait un tout petit carré et tout, ça fait pas pareil. Et je pense que pareil, ces moteurs 3 cylindres en atmosphérique, on serait vraiment trop limité pour une voiture de cette taille et de ce poids.
Mais le 95 chevaux, là, franchement, il est tout à fait recommandable. C'est une voiture que je recommande. Je ne m'attendais pas à avoir une voiture aussi bonne, entre guillemets, que cette Ibiza. Et puis finalement, bah, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise pour moi, cette voiture. De manière générale, c'est plutôt un très bon véhicule. En plus, les prix pour une voiture récente et moderne sont tout à fait convenus. Donc, c'est pour moi une très bonne affaire, cette voiture, cette Ibiza. Vous pouvez y aller sans difficulté. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.